Nicolas, on n'a pas fini avec Picasso, hein. On n'a pas démarré par un artiste mineur, c'est normal. Des millions de trucs à voir. Et là, tu vas nous faire un point particulier sur ces techniques. Exactement. Ce matin, on va regarder ensemble, après Picasso le peintre, un focus sur les multiples techniques qui ont passionné Picasso et dans lesquelles il s'est exprimé avec un génie incomparable. Ouais, c'est honteux. C'est honteux. C'était un touche-à-tout, quoi, incroyable. Bien sûr. Tout ce qu'il touche, il le transforme en or, littéralement. Il y a une manière, il y a une patte. Picasso, et puis pour lui, en plus, ça a l'air d'être tellement simple que c'est déconcertant. Voilà, c'est pas une distraction, ça fait partie de son vrai travail artistique. Ah, il le prend très au sérieux, mais tout en s'amusant. Ouais. C'est sa vie, son œuvre, le jeu, tout se mélange à travers l'idée de la création. Alors, on commence par. Alors, les techniques sont abordées par Picasso peut-être déjà alors dès les jeux quand il est enfant. Hein, je ne sais pas s'il a eu un jeu de mécano ou des choses comme ça, des puzzles ou des... Bon, sans doute ça doit forger un peu son identité. Hein. C'est pas ça qu'on va regarder pour commencer. Nous, on va regarder le Picasso artiste qui commence déjà. Hein, on voit apparaître ses premiers essais, ses premières apparitions de techniques mixtes, multiples, hein, des fois on ne sait même pas bien comment les appeler, au moment du cubisme, dont on a parlé précédemment. Ouais. Donc dans les années 10, on voit Picasso qui réalise, c'est vrai, beaucoup de natures mortes, de compositions, où il insère différentes matières. Très ordinaires, comme là on regarde une nature morte à la chaise canée. C'est ça, c'est ça. Et là, cette composition ovoïde, hein, là aussi la forme est peut-être déconcertante, hein, le cadre est une vulgaire corde. Et ça, c'est très intéressant, c'est quelque chose qu'on reverra très très souvent par la suite dans l'art, introduire un matériau pauvre. Tu dis une vulgaire corde, mais elle est plus vulgaire quand elle est exactement. Il y a une manière d'ennoblir le matériau, de le détourner de son usage premier, hein, quelque chose d'universel, la corde. Hein. On ne peut plus banal, un objet utilitaire qui fait son apparition dans le monde de l'art et dans les musées. Ça, c'est fascinant, effectivement. Et qui donc, de ce fait-là, par son nouveau statut, acquiert une valeur financière, hein, j'entends, au-delà de sa valeur intrinsèque. Historique et financière. Mais par contre, les conservateurs, ils s'arrachent les cheveux parce que voilà, il y a tout ce problème de conservation. C'est son côté iconoclaste, voilà. Qui est encore une fois peut-être au départ un pied de nez au monde de l'art traditionnel, sérieux, académique, hein, comme on l'a dit également précédemment, de faire entrer alors, on ne va pas faire la liste exhaustive, mais ça peut être de la corde, ça peut être de la paille, ça peut être du papier journal, ça peut être des morceaux de miroir, ça peut être du sable, des cailloux. Là, la liste est ouverte sans frontières. D'accord, ok. Dans des tableaux qui se structurent, qui prennent un poids et un volume, et qui d'ailleurs vont lui donner peut-être progressivement la sensation de la troisième dimension, et qui introduisent un autre Picasso sculpteur qu'on va regarder dans la deuxième image. Wow, quelle transition de maître! Et là, parmi les nombreuses sculptures, alors en sculpture, effectivement, Picasso sculpteur, on peut se poser la question, de quel sculpteur s'agit-il? C'est-à-dire qu'il y a deux techniques pour simplifier la sculpture. Ceux qui font du modelage, un travail manuel, un modelage au plâtre, à la terre plutôt, traduit en plâtre, mis en plâtre, ou alors ceux qui font la taille directe. Hein, que ce soit le bois ou une pierre, effectivement. Donc soit on travaille en ajoutant de la matière, c'est le cas du portrait de Fernande Olivier qu'on a choisi de Picasso ici, qui est la technique peut-être la moins difficile. Hein. C'est-à-dire qu'on peut toujours corriger les erreurs. Tu peux revenir sur tes... Et reprendre. Le repentir est possible. La technique souvent jugée la plus noble, parce que la plus difficile, sans filet, entre guillemets, c'est la taille. Une fois taillé, c'est fini, c'est foutu. Hein. Si c'est pas bon, il faut reprendre un autre bloc et dégrossir à nouveau. Ici, c'est un travail donc, de modelage. Il y a quelque chose aussi de très physique. Picasso, on a essayé de le montrer ensemble, c'est quelqu'un de très charnel. Hein. Donc il aime à jouer, encore une fois, avec la terre. Hein. Il y a certainement ça qui le plaît dans cette technique au départ. Après, bien sûr, il y a des éditions.
Picasso, qui avance dans sa carrière, devient de plus en plus sollicité par le monde de l'art, par les marchands, et par le biais de la sculpture, ça lui permet de démultiplier son œuvre et des éditions anglaises. Et là, c'est la même chose. On peut imaginer notre Picasso très intéressé à entrer chez le fondeur, à regarder comment il fait, à prendre des notes mentalement. Et ça aussi, ça lui servira plus tard. Ça l'aide, voilà. Bien sûr. Toujours très curieux de voir des créateurs, que ce soit des artistes ou alors des artisans du quotidien. Et là, la transition est très belle entre un artiste dit des beaux-arts traditionnels et les artisans, les arts appliqués. Où pendant très longtemps, Picasso n'a jamais fait de hiérarchie entre les techniques, mais pendant très longtemps, encore parfois peut-être aujourd'hui, pour certaines personnes, une peinture ou une sculpture est jugée plus noble qu'un objet. C'est pas le cas de Picasso, loin de là. Et justement, il va essayer de défoncer ces cloisons hermétiques entre ces techniques. C'est peut-être un peu violent, l'expression. Défoncer c'est fort, mais faire péter les barrières, comme je dis tout le temps. Tout à fait. Technique. Ouais, très bien. Ok. Ensuite. Eh bien, on va le voir dans une image comme ce gros vase oiseau qu'il réalise après 1945 dans sa démarche chez un potier. Il s'installe dans le midi de la France et là, il va travailler à Valoris, centre historique de la poterie. Tout à fait. Donc toujours, il est toujours inscrit dans l'histoire Picasso. C'est pas un hasard quand on le retrouve dans certaines situations, dans certaines géographies. Et là, le potier s'appelle Madura. Et il est Picasso, l'artiste évidemment très à l'aise des techniques, mais évidemment il va collaborer avec les artisans. Il ne sait pas tourner. C'est pas parce qu'on s'appelle Picasso qu'on sait manier évidemment le tour et monter une structure, un vase. Donc l'artisan lui est indispensable, nécessaire, au préalable. Mais il a un projet relativement au-delà. Dans un premier temps, peut-être qu'il va regarder faire, mais très vite, parce qu'il est très habile, il arrive à s'émanciper. Et il acquiert très très rapidement sa propre technique, son propre style. Le premier objet qu'on regarde ensemble, on ne sait pas vraiment finalement comment le définir. C'est une poterie, parce que c'est le potier qui l'a fabriqué, bien sûr. C'est une forme traditionnelle. On reconnaît le piétement du vase, le bec verseur, les deux anses pour l'attraper, cette forme de jarre très classique, très ancienne. Qu'est-ce que pouvait faire Picasso avec cet objet-là? Eh bien, c'est son regard finalement unique, qui, je pense très rapidement, lui a dit, finalement, ce vase n'est pas qu'un vase, c'est pas qu'une poterie. Immédiatement, certainement, il y a vu un oiseau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette correspondance magnifique entre ce qu'est l'objet au départ, mais également adapter le motif à cette forme première et lui donner une autre existence, par le biais de la peinture. Et c'est là qu'on est à cheval, entre guillemets, puisqu'on parle d'animaux ici avec l'oiseau, entre les peintres, les céramistes et les sculpteurs. Voilà, petit humour animalier. D'accord, ok. Et là, quand je dis que ça marche, le bec du vase devient le bec de l'oiseau. Les deux poignets pour attraper le vase deviennent les ailes de l'oiseau. Et les pattes, le pied. Il suffit de rajouter quelques accents de couleur et ça fonctionne parfaitement. J'ajouterais même, Frédéric, qu'il a, quand on regarde bien l'objet, sur la partie centrale, dessiné un visage très simplifié, qui n'est pas dessiné, mais qui est incisé dans la terre fraîche. Et donc, encore une autre technique qu'on pourrait évoquer. La gravure. La gravure, tout à fait. effectivement. Okay. Simplicité des couleurs, également. Peut-être que dans les premières poteries, il a été surpris, il a été très amusé aussi, de voir et de découvrir des nouvelles couleurs. Parce que les sujets de Picasso, la grammaire de Picasso, il a un vocabulaire très élargi. Mais là, il se remet en question quand il utilise d'autres matériaux et d'autres pigments. Et voir ces pigments qui se réveillent pendant la cuisson, là, il y a la cuisson, dans la chaleur du four, ça n'a rien à voir avec tout. Là, il sent qu'il y a quelque chose, un potentiel à exploiter. Et c'est ce qu'il va faire, effectivement, très très rapidement, comme on aura l'occasion de le voir dans d'autres exemples. Le potier, c'est pas facile de travailler avec Picasso, parce qu'il est un peu bousculé.
dans sa démarche, Le potier, dans ses il ne techniques. m'étonne pas. Enfin, voilà, l'artisan, il veut à chaque fois en prendre pour cher, comme on dit maintenant, non? Il est impatient, Un Picasso. bonhomme comme ça, ouais. Il est impatient. Alors certainement, Picasso transmet aussi un peu de son expérience de peintre au potier. Mais finalement, d'après les témoignages qu'ils ont laissés, il préférait travailler ses potiers ou ses artisans avec un créateur comme Chagall, qu'on évoquera prochainement, bientôt, qu'avec Picasso qui fait à l'envers. Mais ça donne des très belles réussites parfois. Le potier lui tend, enfin il lui tend pas, je pense que c'est Picasso qui lui prend des mains une bouteille en terre crue, et tout de suite, un peu comme le gros vase était devenu un oiseau, là c'est une colombe, à peine écrasée, et il fait ça devant son fils qui est dans l'atelier et qui est lui aussi émerveillé de voir un magicien. Pour lui, son papa c'est un magicien. Un regard de magicien dans tous les cas. Voilà, donc ici encore une fois, juste finalement la question du regard, de l'inventivité. Après effectivement, quand on a vu ça, j'ai envie de dire ce serait presque à la portée de n'importe quel bon manipulateur. Hein, ah oui, techniquement. Techniquement. Non, non, l'acte de création, c'est l'acte de la création, tout à fait. C'est le regard, c'est la réactivité. Hein, dans l'instant même d'avoir cet objet sous les yeux, de le transfigurer, de le métamorphoser. Voilà. Après, le jeu sur la couleur est très simple. Hein. Souvent, chez lui, c'est moins dans cette technique-là une recherche chromatique, mais c'est plutôt sur la forme. Hein. Ouais, il faut dire le moins possible, c'est ça. Hein, en fait. Laisser la forme s'exprimer. Ouais, voilà. En même temps, pour rebondir sur ce qu'on disait à l'instant, il aura des déceptions, parfois. Ouvrir le four avant que ce soit cuit, c'est foutu. Ne pas utiliser les bons pigments, parce que ces pigments, même si je ne suis pas technicien spécialisé dans ces couleurs, elles ont des oxydes métalliques. Enfin, elles supportent une cuisson au four à haute température. Lui, quelquefois, on peut imaginer qu'il vient avec sa palette et ses pinceaux de peintre, le même outillage que pour la peinture à l'huile. Ouais. Et là, effectivement, alors on a ce grand brûlé, j'allais dire, qui est assez amusant. Bon, ça reste un Picasso quand même. Hein. Ça reste un Picasso quand même. Et tout Picasso qu'on soit, l'échec est humain. Et de l'erreur, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je voulais le montrer, c'est que l'échec, en général, il est toujours très formateur. Et Picasso se nourrit beaucoup, hein. C'est une assiette, ce sont des poissons. Quand petit jeu de mots. Se nourrit beaucoup de ce qu'il a pu parfois rater ou échouer, ou alors quelque chose qui a produit un résultat différent. Mais c'est le résultat compte évidemment, mais la démarche et le chemin est également certainement... Le progrès. Oui. La recherche et le progrès continuel, quoi. On parlait aussi de Picasso qui s'inscrit dans l'histoire de l'art par rapport à cette technique de la poterie. Oui. Quand on regarde celle-ci, on regarde les poteries de la Bernard Palissy notamment, où il avait dessiné des petits aliments dans ses assiettes. À la manière de Picasso, finalement, il revisite Palissy également. Et puis, surtout, cette œuvre-là, on a encore une fois des objets, des poissons qui sont dessinés, mais en relief. Et ça, je vais raconter l'anecdote qui est géniale. Il était dans sa maison dans le sud de la France, en train de déjeuner avec des amis, et la création était en permanence, hein, dans son esprit. Et il est en train de manger un poisson. Et il l'attrape à pleine main, il retire la chair de l'arête, et on a son ami, le photographe américain, Douglas Duncan, qui fait la photo, et on voit Picasso, et à ce moment-là, on voit la création qui s'élabore dans son esprit. Il regarde l'arête, et il a déjà compris ce qu'il allait faire avec. Il quitte la table, il écrase l'arête dans un morceau de terre fraîche, il en fait une empreinte en quelque sorte. C'est un peu l'inspect possible. Voilà, exactement. Ouais. Hein. Et là, ça donnera naissance à de multiples variations sur ce même principe de l'estampe ou de l'empreinte en creux. Alors, si on continue ensuite, Picasso, donc, qui part de la poterie, ça lui permet d'aller dans la troisième dimension. En faisant un travail en volume ou en contre-volume, puisqu'on parlait de la gravure qui est en creux. Et là, ça sera notre Picasso assembleur. On appelle le ready-made. Alors le ready-made, là aussi on se positionne artistiquement dans l'histoire de l'art
Au début du XXe siècle, c'est une formidable évolution technique pour les artistes. Je dis évolution technique parce qu'effectivement, on est au sein d'un mouvement qui naît en pleine période de consommation de masse. Oui. Marcel Duchamp aurait peut-être le premier, lui, fait un ready-made qui fera un scandale en 1913 à New York en exposant dans une galerie d'art un urinoir qu'il avait acheté au BHV. Le fameux urinoir qu'il appelle Fontaine, avec un peu d'humour. Et là, effectivement, il ouvre une porte dans laquelle s'engouffrent, parfois d'ailleurs même un peu trop souvent les artistes, en panne d'inspiration. C'est pas le tout de faire un ready-made, il faut qu'il ait une certaine justification ou originalité. Et Picasso associe deux éléments, là aussi, c'est peut-être en même temps dans l'esprit du surréalisme, faire se rencontrer des univers ou des mondes ou des techniques qui sont au départ pas voisines, propose une tête de taureau, un peu sa marque de fabrique. En plus, oui. C'est vrai, il l'a peinte la tête de taureau, il va la sculpter, il va la dessiner. Et là, il va créer la tête de taureau sans avoir créé au départ l'objet. C'est-à-dire qu'il prend cette selle très ordinaire de vélo, de vélo de course, et puis également le guidon. Et là, tout était déjà là. Tout est là, tout est dit, comme on dit, voilà. Tout était là, mais il suffisait, entre guillemets, d'avoir cette fulgurance. C'est vraiment ça, parce que quand on regarde bien, c'est du minimalisme dans la conception technique. Ah ouais, c'est sûr. Et il ouvre aussi vers l'art conceptuel, qui sera une grande tendance dans la deuxième moitié du XXe siècle également chez les créateurs. Alors après ce ready-made, très intéressant, on va voir qu'il ne s'arrête pas et qu'il continue à explorer les matériaux, les plus nobles comme les plus modestes, comme la terre qu'on vient de voir. Ouais. Et l'occasion sera très belle quand il rencontre un descendant de Victor Hugo, l'écrivain, qui travaille le métal, l'argent. C'est un orfèvre. Un orfèvre, c'est ça. C'est un orfèvre. Et là, Picasso se retrouve d'une certaine manière de l'autre côté de la barrière. Lui qui, quand il intervient avec des techniciens, perturbe l'objet fabriqué. Détourne. Détourne, exactement. Là, il est le designer. Donc en amont. Il est en amont, c'est ça. C'est celui qui monte le projet sur papier. Et ensuite, il est tributaire du résultat de l'orfèvre, celui qui maîtrise la technique. Et ça donnera un très beau résultat, comme par exemple l'image qu'on est en train de regarder actuellement, c'est Jacqueline au chevalet. Et là, encore une fois, on y retrouve quelque chose qui correspond au génie de Picasso. Le métal brille, réfléchit. Et ça, c'est Jacqueline qui se regarde dans le miroir. Il y a une mise en écho. Et je trouve un peu d'un clin d'œil à chaque fois, non, une référence un peu... Le côté un petit peu aussi élégant et coquet des femmes qui aiment se regarder dans le miroir, qui aiment les matières qui brillent aussi. Il sait adapter la technique, le matériau et le sujet par rapport au destinataire. Une œuvre un peu plus intime également, c'est vrai. Ça a été pendant très longtemps, ces techniques-là, justement, moins connues, moins exposées, moins regardées de Picasso. Moins reconnues peut-être aussi. Bien sûr, les arts... Un peu considéré comme quelque chose d'annexe. Voilà, par rapport un peu subalterne par rapport à la peinture, jugée plus noble. Et ça continuera, bien sûr, avec des expériences avec l'or. Alors là aussi, c'est une anecdote assez géniale à raconter. C'est tout à fait trivial. Un jour, il va chez son dentiste. On déteste tous aller chez le dentiste. Et là, il arrive à en tirer, entre guillemets, quelque chose d'artistique. Il voit que son dentier, le docteur Chastanier... Son dentiste, pas son dentier. Excellent. Son dentier, il le dit, oui, là, on va couper. On l'a fait. C'est excellent, c'est excellent. C'est excellent. Il voit son dentier. Donc, alors, une anecdote. Oui. Non, mais on va reprendre. Alors, je crois qu'il y a une coupure entre l'argent et l'or. Vas-y. Alors Picasso, après avoir magnifiquement, brillamment, j'ai envie de dire, utilisé l'argent, il va avoir l'occasion d'aller dans la matière peut-être la plus noble existante, l'or. Et c'est une rencontre accidentelle, puisqu'au départ, tu vas voir, c'est très amusant, il se rend chez son dentiste, le docteur Chastanier. D'accord.
pas très agréable, Mhm. hein, très éloigné du monde de l'art. Ouais. Alors chez ce dentiste, quel rapport ça avec l'art? Vas-y, raconte. Eh bien, il y a le matériel d'orthodontie qui est Oui. posé là, et il est en train de préparer des plombages. D'accord. Des dents en or. En or. Et Picasso, immédiatement, a l'idée d'exploiter ce petit matériel pour réaliser des bijoux. Là encore, on se retrouve dans une technique liée à des objets très intimes, Oui. à sa passion pour les femmes également. Et il a comme ça réalisé toute une série. Là, on va regarder quelques petites broches qui étaient offertes à quelques intimes de Picasso. On ne va pas citer de nom, mais effectivement, il y a quelques femmes de son entourage séduites par Picasso, auxquelles ces objets étaient destinés, mais qui sont aussi en réalité des rééditions d'objets qu'il avait créés en argent, dans un plus grand format, avec l'orfèvre Hugo, dont on parlait à l'instant. Ça marche. Ok. Donc, Picasso, on n'a pas encore employé le côté cannibale de Picasso. C'est peut-être le moment d'utiliser cet adjectif qui est un peu brutal, mais Picasso qui regarde beaucoup les autres artistes, on n'arrête pas d'en parler, mais qui se auto-cannibalise d'une certaine manière, qui recycle ce qu'il a pu faire précédemment, soit sur le sujet, la technique, ou soit en le changeant de dimension. Et c'est le cas de ces très belles petites broches qui sont des bijoux admirables, des bijoux d'artistes. Et ça continue, puisque Picasso, dans son esprit désinvolte, adore offrir à une femme un beau bijou. Il n'a pas besoin de ça pour la séduire d'ailleurs. Hein. Mais en même temps, il aime tout autant offrir un bijou qui est quelquefois simplement un galet qu'il a ramassé sur la plage, dans lequel il pratique un ou deux trous. Et pour l'accrocher au cou de la belle, eh bien c'est une ficelle, tout simplement. Et là, on part d'un matériau un peu plus ordinaire, qui est légèrement travaillé par Picasso, parce que là on voit ce visage, il incise le nez qui se poursuit avec l'arcade sourcilière, et une mince fente pour la bouche, les deux trous servant aux yeux, mais également pour y accrocher une petite ficelle. Ouais, le minimum, quoi. Le minimum. Mais c'est du Picasso. C'est du Picasso, dans l'humour, dans la trouvaille, dans la simplicité, mais dans l'efficacité, j'ai envie de dire, également. Bon, okay. C'est très particulier. Alors Picasso, finalement, on se rend compte qu'il n'y a aucune frontière dans son travail. Ouais. Et cette discussion, on pourrait la poursuivre pendant des heures. On va juste terminer en disant que Picasso a aimé les arts du spectacle, et il a l'occasion d'avoir des très belles amitiés avec Jean Cocteau, hein, le metteur en scène, avec Diaghilev, l'impresario des ballets russes. Et dans les années 10, il aura l'occasion de réfléchir à cet esprit de l'œuvre d'art totale. Une conception à laquelle réfléchissent déjà beaucoup d'artistes. Apollinaire à ce moment-là, essayer de faire se rencontrer les techniques, mélanger les couleurs, les sons, donner de la troisième dimension. Et finalement, Picasso, ici on regarde un décor, c'est le rideau de scène pour le ballet Parade, c'est du pictural, hein, mais il va également dessiner les costumes pour ce spectacle, tous les décors. Et là, effectivement, il y a la chorégraphie, il y a la musique, il y a la danse, il y a les couleurs, et Picasso se retrouve finalement plongé au cœur de multiples techniques, et ça fait son bonheur. Excellent. C'est un homme extraordinaire, un artiste. On n'a pas fini de le regarder, de l'étudier et de l'apprécier, je pense. Voilà, on a fini pour cette petite séquence là, sur tous les arts, complémentaires en fait à l'art pictural, hein, toutes les techniques artistiques et les artisanats, border avec l'artisanat d'art. On a d'autres séquences à faire sur Picasso. Merci beaucoup, Nicolas, de partager toutes ces mines d'informations. Merci Frédéric, à très bientôt. Voilà.